Parce que j'avais pris Messieurs, dames, si vous voulez bien vous installer, vous avez été attentifs, les cloches ont sonné la nuit. Même si vous n'avez pas de cadran d'horloge devant vous, vous avez comme entendu. Alors allons-y pour cette conférence sonore. Je suis heureux de vous voir assez nombreux devant le clocher de l'église Saint-Côme et Saint-Damien de Venise. Un petit mot d'abord d'introduction. Donc, je m'appelle Thibault Laplage, je suis campanophile, donc quelqu'un qui aime les cloches, un petit peu campanologue, donc quelqu'un qui étudie les cloches, et pas campaniste, c'est-à-dire que mon métier n'est pas d'aller entretenir et réparer les installations des clochers. Vous avez vu dans chacune des trois mots que j'ai employés la racine campanaire, l'art campanaire, c'est l'art des cloches. Bien sûr, ça a donné le campanile, et ça vient de l'italien et puis du latin, pardon, et puis ça a évidemment été très utilisé en italien aujourd'hui. L'idée de cette conférence, qui durera plus ou moins 1 heure, c'est de, évidemment, vous familiariser avec ce que vous connaissez sans doute très bien, parce que pour la plupart d'entre vous, vous les entendez, mais aussi vous rappeler un petit peu comment ça sonne, pourquoi ça sonne comme ci et comme ça, ici à Vézelise, et on tâchera de le voir aussi un petit peu ailleurs, disons en Meurthe-et-Moselle, et puis de se familiariser un petit peu plus avec les cloches. Les cloches, qu'est-ce qu'une cloche pour commencer? Une cloche n'est que, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, un instrument de musique. Hein, avant toute chose, une cloche, c'est un instrument de musique. Cet instrument de musique-là a de telles capacités sonores que, évidemment, on l'a utilisé aussi bien pour un objet religieux que pour un objet civil, au-delà de sa propre musique, puisque la cloche est capable d'aller délivrer un message assez loin. Vous voyez, ici, on est sur le parking du cimetière, on n'est pas finalement si proche que ça de l'église, mais vous allez voir qu'on entendra parfaitement bien les cloches. Ceux qui les ont inventées, les cloches, ce sont les Chinois, et assez vite, elles sont arrivées en Europe, plutôt au 5e siècle, d'abord via les moines, qui ont été les premiers fondeurs, et puis assez rapidement, quand l'usage de la cloche s'est répandu, on a fondu des cloches au-delà des simples abbayes et des laïcs. On se sont mis à fondre les cloches. Bien évidemment, c'est l'Église qui a été le premier utilisateur des cloches et qui les a fait entrer dans la liturgie, à la fois pour l'appel, pour donner des signes, et aussi complètement intégré à la liturgie elle-même, et ça on le verra un petit peu après. Les cloches mangent partout dans le monde, et notez quand même que la Lorraine se distingue dans le campanaire, parce que il y avait dans le Bassigny c'est un petit coin de France qui est assez oublié aujourd'hui, le Bassigny ça correspond aujourd'hui à une zone de notre pays qui est à cheval sur les départements des Vosges et de la Haute-Marne. Donc vous voyez, c'est plutôt aujourd'hui un endroit de France qui n'est pas le plus dynamique, mais à une certaine époque, c'était un endroit où on passait beaucoup parce que c'était sur la route des foires. Et du Bassigny, le Bassigny a produit, si vous voulez, les plus grands fondeurs de cloches de toute l'Europe, jusque la Révolution et un petit peu après. Et les fondeurs de cloches, jusqu'au milieu du XVIIIe, on le verra parce que ça a des conséquences ici à Vézelise bien sûr, les fondeurs de cloches étaient pour l'immense majorité des gens qui étaient itinérants. Donc ils partaient pour la majorité d'entre eux du Bassigny et ils allaient un petit peu partout dans le royaume de France et dans toute l'Europe pour proposer leurs services avec très peu de matériel, simplement quelques règles de graduation, parce que la fonte de cloche, ça nécessite quand même des rapports en simplifiant de hauteur, largeur, épaisseur, donc ce savoir-faire-là, et ensuite tous les matériaux possibles, ils les trouvaient sur place et ils fondaient sur place. Donc dans la majorité des cas, les cloches étaient fondues sur place par des fondeurs qu'on disait lorrains, parce qu'aujourd'hui c'est à cheval sur la Haute-Marne et les Vosges, mais à un moment, toute cette zone-là était intégrée, disons, au duché de Lorraine. Donc la Lorraine se distingue particulièrement dans la fonte des cloches. Il y a un autre événement très important qui concerne les cloches, c'est la Révolution, enfin pour notre pays, c'est la Révolution française, puisqu'on estime qu'à la Révolution, environ 100 000 cloches ont été fondues pour servir ou de monnaie ou de canon. Donc l'essentiel des clochers de France ont été complètement vidés de leurs cloches. Généralement, il ne restait qu'une cloche, et cette cloche-là était détournée de son usage religieux, elle devait simplement
servir à sonner l'alarme ou éventuellement à appeler à un conseil municipal, mais complètement détourné de son objet. La Lorraine n'a pas échappé à la destruction des cloches, évidemment. Et puis les clochers se sont repeuplés au fur et à mesure du temps. Vous allez voir que Vézelise n'a pas échappé au tempo un peu traditionnel de toutes les localités de France en matière de peuplement des clochers. Après la Révolution, repeuplement, sédentarisation des fondeurs, ça vous allez le voir aussi un petit peu après avec l'exemple de Vézelise. Et puis les deux guerres qui vont suivre, qui vont ajouter de la destruction à la destruction en matière de cloches. Et puis il y a un dernier événement auquel on ne pense pas forcément, mais qui est un événement majeur en matière de campanologie, c'est l'électrification. Majeur parce que l'électrification a complètement changé, malgré tout, le quotidien des cloches. L'électrification était d'une certaine façon nécessaire, on se doute bien que le monde avait évolué et puis en tout cas changé, et qu'on ne restait plus dans sa localité avec des gens disponibles pour sonner matin, midi, soir, tout au long de l'année. Notre monde avait changé, donc l'électrification venait accompagner ce changement, mais ça s'est traduit par, d'une certaine façon, un petit moment d'ébranlement pour les cloches, parce qu'elles n'avaient plus leur fidèle sonneur, et la programmation et les systèmes de volets automatiques ont quand même un petit peu bouleversé le paysage, et parfois on fait perdre un petit peu de la qualité et de la subtilité des sonneries. Qualité et subtilité des sonneries dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est bien l'objet premier de la conférence, c'est-à-dire de se rapproprier le pourquoi du comment de la sonnerie des cloches. Alors, je vais procéder, vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais sonner avec mon petit nez magique comme ma sorcière bien-aimée les cloches de Vézelise. Donc j'ai un complice qui se trouve au niveau du tableau de commande des cloches, parce qu'évidemment les cloches ici à Vézelise sont électrifiées et on peut les commander automatiquement par un boîtier qui se trouve physiquement au niveau de la sacristie. Donc je lui donnerai de temps en temps avec mon petit talkie-walkie des numéros de séquence, et lui il saura ce qu'il devra faire. Voilà. Bien, j'ai parlé, mais on va laisser les cloches se présenter. Puisqu'il y a à Vézelise 4 cloches dans ce clocher. Une plus petite, que vous entendez à l'instant, qui donne un La dièse, qu'on appelle ici à Vézelise la petite. Il y a une moyenne petite, qui donne un Sol. La voici, la moyenne petite. Il y a la moyenne grosse, c'est pas très élégant, mais enfin c'est comme ça qu'on dit, qui donne un Fa. Et il y a la grosse, qui donne un Ré dièse. Voici la grosse. Donc 4 cloches ici à Vézelise, c'est un format assez classique. Vézelise est un bourg assez conséquent, qui a une certaine notoriété dans son environnement. Donc logiquement, dans un bourg comme ça en Lorraine, on peut facilement avoir 4 cloches, voire 5 parfois. Vous voyez à Colombey-les-Belles par exemple, qui a un statut un peu similaire, il y a 5 cloches. Voilà. Alors que dans un village traditionnel, en Meurthe-et-Moselle, généralement c'est 3 cloches. La Lorraine est assez riche en cloches. Il y a beaucoup de départements en France où, dans les églises de village, on compte maximum 2 cloches. Le standard, ici en Lorraine, c'est 3, et dès qu'on franchit un petit cap, comme par exemple ici à Vézelise, on arrive aux 4 cloches. Donc les cloches se sont présentées à vous. Évidemment, on va en reparler un peu plus en détail de chacune de ces quatre-là. Mais avant ça, un petit mot technique, parce que je suis sûr que vous parlez de sonnerie, de volet, de tintement, de carillon, et pas forcément toujours à bon escient. Enfin, le mot que vous employez parfois ne correspond pas strictement à la sonnerie que vous entendez. Sachez que pour qu'une cloche se fasse entendre, il y a 2 moyens. Il y a la volée, c'est-à-dire la cloche qui se balance sur son axe, et le battant qui est à l'intérieur, vous savez, qui penche à l'intérieur, vient frapper l'intérieur de la cloche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volée. C'est ce qui permet vraiment à la cloche de se faire entendre très loin. Vous avez tous sans doute fait l'expérience
d'être assez loin d'une localité, à vous promener ou à travailler, et puis entendre au loin une cloche qui sonnait. Généralement, c'était quand même une cloche qui sonnait plutôt en volée. Et puis, il y a une deuxième façon pour une cloche de se faire entendre, c'est le tintement, qu'on appelle par extension le carillon. Donc la cloche, à ce moment-là, reste fixe, et un marteau qui est à l'extérieur de la cloche vient frapper sur la cloche. Donc voler, la cloche se balance sur son axe, tintement, un marteau vient frapper sur la cloche qui est fixe. Sachez, ici à Vézelise, que les cloches reposent sur un beffroi, qui est un beffroi en bois, qui est un très vieux beffroi. Il peut y avoir des beffrois métalliques, et que pour l'essentiel, les cloches sont dans leur environnement d'origine, même si les joues, c'est-à-dire que la partie supérieure, qui était en bois à l'origine, ont été remplacées pour une partie d'entre eux par des joues métalliques. Donc pour illustrer tout ça, donc d'abord des tintements. Vous voyez là, les cloches n'ont pas bougé. Donc là, tout bêtement, les cloches ont suivi leur ordre, mais c'est à partir des tintements qu'on peut jouer des airs qu'on appelle à ce moment-là des carillons. Alors aujourd'hui, c'est via un marteau, comme je vous l'ai dit, qui frappe à l'extérieur. À une certaine époque, et ça a été le cas à Vézelise, on en reparlera un petit peu aussi tout à l'heure, il y avait des carillonneurs qui montaient au clocher et qui, par des systèmes d'accroche, arrivaient à carillonner non pas avec des marteaux de l'extérieur, mais avec les battants qui étaient à l'intérieur. Mais ça, je vous le dirai un peu plus tard. Et puis là, vous avez la volée. Donc c'est à ce moment-là la moyenne petite qui sonne. Donc là, les trois cloches petites, moyenne grosse et grosse n'ont pas bougé. Et la moyenne petite est en train de se balancer. Donc vous savez évidemment reconnaître ces deux types de sonneries. Mais voilà, tintement et à ce moment-là, ici, volée. Les systèmes d'aujourd'hui permettent de commander une volée courte, longue, voilà, on peut arrêter, c'est plus ou moins sophistiqué, mais en tout cas on peut arrêter automatiquement, ce qui a été le cas là, les cloches. Parlons un petit peu plus de chacune de ces quatre cloches, et avant de parler de celles qui sont en place aujourd'hui du clocher, les cloches anciennes. Les études d'archives ont montré qu'il y avait trois cloches en 1695, en tout cas que trois cloches ont été fondues en 1695. Alors il y avait évidemment des cloches avant, dès la construction de l'église, bien entendu, il y a eu des cloches. Aujourd'hui, quand on fond une cloche, ou même quand une cloche a été fondue à partir de la moitié du XIXe siècle, généralement elle est suffisamment bien fondue pour ne pas avoir à être refondue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fêlée, elle n'est pas endommagée, mais jusqu'à la moitié du XIXe, il y avait des magnifiques cloches évidemment, mais on était souvent obligé de refaire parce que les cloches étaient parfois fêlées et évidemment plus en capacité de donner leurs notes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la cloche est un instrument de musique, donc une cloche est fondue pour donner une note. Voilà. Et quand on met quatre cloches ensemble, en principe, on met quatre notes cohérentes ensemble. Hein, et ainsi de suite, plus il y a de cloches. Et quand on a un carillon avec des cloches fixes, on peut avoir 60, 70, 80 cloches dans un carillon. Là encore, on est comme un instrument, comme un clavier, comme un orgue. Voilà. Intéressant pour ces cloches de 1695 parce qu'il est mentionné qu'elles ont été fondues au cimetière. Ce qui veut dire qu'elles ont été fondues par des fondeurs itinérants. Et souvent, c'est vrai, jusqu'à la Révolution, on fondait à un endroit qui était assez précis, c'est-à-dire au cimetière ou à côté. Donc on creusait une fosse et on faisait vraiment l'atelier sur place, puisque qu'est-ce qui empêchait, en tout cas qu'est-ce qui poussait les fondeurs à être itinérants, c'est qu'ils ne pouvaient pas évidemment se déplacer avec des cloches aux quatre coins du monde, les cloches étant lourdes et le transport étant compliqué. Et vous verrez plus tard que qu'est-ce qui a tout modifié en matière d'itinérance, c'est non pas la manière de fondre les cloches, qui a toujours été la même, mais les moyens de transport. C'est le train qui a fixé les fondeurs. Hein, ce n'est pas les fondeurs qui ont décidé de fixer les trains. Donc, trois cloches fondues au cimetière. Alors, je ne sais pas suffisamment précisément l'histoire de Vézelise pour dire que le cimetière était déjà ici à ce moment-là. Est-ce qu'il était proche de l'église? Vraisemblablement non, compte tenu de la configuration de la cité. Donc, il n'est pas invraisemblable que les cloches de 1695 aient été fondues plutôt par ici.
Ensuite, on a trouvé un document qui montre qu'en 1721, une des 3 cloches est refondue. Qu'en 1743, on complète la sonnerie des cloches. Qu'en 1824, il y a 4 cloches. Et qu'en 1860, et on arrive à l'histoire de nos 4 cloches, qu'en 1860, sous prétexte qu'une des cloches de 1824 était fêlée, et donc inemployable, on a refondu l'ensemble de la sonnerie pour en installer une nouvelle. Donc qui est la sonnerie que vous avez aujourd'hui devant vos oreilles plus que vos yeux, qui est donc la sonnerie de 1860. Je vais revenir sur chacune des 4 cloches, juste vous indiquer que les cloches ont été électrifiées en 1925, qui est une date cohérente par rapport à l'électrification un petit peu partout en France. Ça a commencé, disons, à la fin de la Première Guerre mondiale, un petit peu avant aussi, mais ça s'est assez répandu dès les années 20, années 30, et souvent dans les petits villages, c'était plutôt les années 60, 70, et même parfois ça se fait encore récemment. Donc à Vézelise, électrification en 1925, et puis intéressant de noter aussi, parce que ça mériterait d'être étudié, en 1939, il y avait un projet de fond de 2 nouvelles cloches pour compléter la sonnerie, et vraisemblablement de restauration du beffroi, donc le beffroi en bois qui soutient les cloches, le projet de restauration aussi bien que de fond de nouvelles cloches, et voilà, a disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Donc les cloches de 1860 ont été fondues par un fondeur qui s'appelle Honoré Perrin-Martin, fondeur assez connu, fondeur lorrain et fondeur de Robécourt. Vous avez peut-être entendu parler de Robécourt. Robécourt, c'est justement un de ces villages du Bassigny. Aujourd'hui, du point de vue administratif, Robécourt, c'est dans les Vosges, mais du point de vue historique, c'est dans le Bassigny. Et on connaît assez bien Robécourt parce que c'est là que, en Lorraine, on a, en tout cas dans cette région-là, c'est là que pour la dernière fois, on a fondu des cloches. Donc Perrin-Martin, qui s'appelait Perrin, mais qui était, son épouse s'appelait Martin. D'ailleurs, les fondeurs de cloches ont été toujours assez malins pour réaliser des alliances entre eux dans ce Bassigny, et généralement l'usage veut qu'un fondeur de cloche porte son nom ainsi que celui de son épouse, pour faire des rattachements, disons, de lignée de fondeurs. Perrin-Martin, lui, il décide de se fixer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée et le développement du train fait que les fondeurs, à ce moment-là, comprennent qu'il est plus commode d'ouvrir des ateliers un petit peu partout en France, au plus proche des marchés, donc plutôt au plus proche des grandes villes, de fixer leur travail et ensuite d'envoyer leurs cloches aux 4 coins du monde via le train et via les bateaux. Beaucoup de fondeurs du Bassigny décident de s'installer là où ils avaient des accointances, c'est-à-dire que tel ou tel fondeur d'un village du Bassigny avait ses habitudes du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux, du côté même de l'Allemagne, vous voyez, vraiment un peu partout, ou de la Suisse. Bon, chacun, souvent, décide de s'installer là où il a déjà son petit marché et puis son petit réseau. Certains, dont Martin, décident, lui, de s'installer dans son Bassigny natal. Et c'est de Robécourt qu'ils font les 4 cloches qui, par chariot ou train, mais pas bateau, ça c'est sûr, sont arrivés ici à Vézelise en 1860. Alors, commençons par la plus grosse et je vais vous indiquer quelle est son inscription. Donc, la grosse. Malheureusement, à Vézelise, les cloches ne portent pas de prénom. Vous savez, souvent, elles sont baptisées, ça c'est sûr, il y a une cérémonie religieuse parce que la cloche est un instrument de la liturgie. Donc la cloche d'une église, elle a subi une cérémonie, elle est un objet religieux, mais elles n'ont pas toujours mention de prénom. L'usage veut que parfois le prénom ce soit celui de la marraine, et généralement c'est inscrit sur la cloche. Ici ce n'est pas le cas, et on sait, pour avoir à disposition une ordonnance de sonnerie, que à Vézelise on n'appelle pas les cloches par un prénom. On les appelle, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, grosses, moyenne petite et petite. Donc la plus grosse que vous avez entendue à l'instant porte cette inscription fondue en l'an 1860 pour la ville de Vézelise
j'ai été bénite par monsieur Jean Adam Klein, doyen du canton de Vézelise. J'ai pour parrain monsieur Nicolas Victor Amédée Rollin, maire de Vézelise, membre du conseil général, et pour marraine madame Catherine Charlotte Mulnier, baronne Pouget, représentée par madame Clarisse Pouget, épouse de monsieur Alfred de Boisdeffre, je pense qu'on prononce comme ça, colonel d'état-major, terre à Martin, fondeur à Robécourt, Vosges. Intéressant parce que l'étude des inscriptions des cloches, elles montrent aussi les modes d'une certaine époque. Vous voyez, là, on est en 1860, on se doute bien que sur les cloches, on indique assez franchement qui sont les notabilités du village, et les parrains et marraines sont les notables du village. Vous voyez, quand on fond des cloches dans les années 60, on est dans un autre tempo, et on a par exemple sur les cloches des années 1960, plutôt l'action catholique qui revient, vous voyez, ou les cloches modernes, où là on a encore quelque chose de très différent. Quand on est sur des cloches de la fin du 19e, alors là on est plutôt dans un moment où vraiment on cite le pape, l'évêque, et vraiment plutôt des religieux. 1860, on est encore sur solidement les notables des bourgades. La grosse cloche fait 1,19 m de diamètre, ce qui est déjà une cloche assez conséquente. Elle pèse 891 kg et elle est très décorée. Il y a 5 frises, le Christ en croix entouré de Marie et Jean, Saint Jean-Baptiste, Saint Georges et Saint Simon notamment. Donc ce sont des cloches très décorées. Donc la cloche numéro 2, alors par convention, donc, la moyenne grosse. Par convention, la cloche numéro 1 c'est la plus grosse et ainsi de suite. Donc la moyenne grosse a cette inscription fondue en l'an 1860 pour la ville de Vézelise. J'ai été bénite par monsieur Jean Adam Klein, donc le même démarrage de cette inscription. J'ai pour parrain monsieur Jean-Joseph Antoine Comtal, veuf de madame Marguerite Caroline Salle, ancien magistrat, et pour marraine madame Émilie Rollin, représentant la famille Lachasse à cause de sa mère, madame Rose Lachasse, représentée elle-même par madame Félicie Catherine Saucerotte, épouse de monsieur Victor Comtal. Voilà. C'est aussi intéressant à étudier parce que les cloches, elles fixent aussi une notabilité dans une année précise. Donc là, si l'un ou l'autre d'entre vous s'intéressait précisément à l'année 1860, il aurait sur les cloches assez précisément une photographie d'une partie de la localité. Donc la cloche numéro 2 a un diamètre d'1,06 m, pèse 633 kg et elle-même, elle est très décorée. Donc la moyenne petite, donc fondue l'an 1860 pour la ville de Vézelise, toujours la même démarrage d'inscription. J'ai pour parrain M. Antoine Félix Carbon-Valentin, ancien greffier, et pour marraine Mme Claudine Emma Rollin Munier, épouse de M. Jean-Baptiste Albert Vernier, propriétaire, père à Martin, fondeur à Robécourt, Vosges. C'est intéressant parce que pour nous propriétaires, bon, si je vous faisais lever la main et savoir qui est propriétaire, je suppose que la majorité d'entre vous serait propriétaire. Mais on retrouve très souvent sur les cloches une mention de propriétaire. Donc la moyenne petite fait 0,95 m de diamètre, pèse 457 kg et également fort décorée. Donc la dernière, la petite, 0,79 mètres de diamètre, 269 kg, également très décorée et une inscription fondue l'an 1860 pour la ville de Vézelise. J'ai été bénite par M. Henri-Édouard Bègue, curé de Villers-le-Sec. J'ai pour parrain M. Jean-Nicolas Touvenin, propriétaire, et pour marraine Mademoiselle Anne-Émilie Gégou, fille de M. Jean-Baptiste Gégou et de Madame Elisabeth Ollery. Voilà, c'est aussi intéressant, parfois en termes de généalogie ou de lien d'attachement avec les cloches, parce que il m'arrive souvent dans telle ou telle localité de rencontrer des gens qui sont toujours sur place, enfin, en tout cas dans la famille est toujours sur place, et qui ont des ancêtres, parfois très lointains, qui figurent parmi les parrains et marraines des cloches. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu plus précisément connaissance avec les 4 cloches de Vézelise, passons à la deuxième partie de la conférence, c'est-à-dire le pourquoi du comment de ces sonneries.
Premier élément, la cloche est un solide marqueur du temps. Et ce que je voudrais aussi qu'on garde en tête, en tout cas, on le connaît instinctivement, mais il faut vraiment l'avoir, j'allais dire, intellectuellement à l'esprit, c'est que les cloches, c'est ça qui est assez beau avec elles, moi par exemple c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les cloches, certes, notamment les cloches d'église, on connaît bien leur dimension religieuse, mais la cloche est un élément de notre quotidien, un élément de notre vie, qui fait des ponts sans cesse entre la vie quotidienne, la vie d'une localité, la vie civile, et bien sûr la vie religieuse. Elles ne sont jamais figées strictement dans leur caractère religieux. Et on le voit par exemple pour ce qui est de la première partie du sens des cloches, c'est-à-dire le marqueur du temps. Donc le marqueur du temps, vous le devinez, c'est les heures, mais le marqueur du temps, c'est aussi l'angélus. Commençons par les heures. Ici, à Vézelise, on sonne la demi et on sonne les heures. Donc on ne teinte pas les quarts, évidemment pas les trois quarts, et on sonne de mémoire 24 heures sur 24, si je m'abuse. Oui, 24 heures sur 24. Alors pour information, 24 heures sur 24, c'est pratiquement jamais le cas en ville. C'est en revanche resté majoritaire dans les petites localités et dans les villages. Vous noterez que l'intérêt de sonner les cloches toute la nuit, au fond, y en a-t-il besoin? Non. Parce que vous avez tous des montres, des réveils, des téléphones, donc si vous voulez avoir l'heure, c'est très facile, vous n'avez pas besoin des cloches. Le fait qu'on continue à sonner les cloches toute la journée et toute la nuit dans la majorité des localités, c'est par simple attachement. Et ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est que la cloche est un élément de notre environnement. On dit parfois qu'on parle du patrimoine campanaire. Patrimoine vivant, je tiens à le préciser, et j'ai presque envie de dire un élément vivant de notre quotidien, mais pas spécialement du patrimoine, parce que déjà le mot patrimoine fait référence à une sorte de passé. Bien sûr, les cloches sont anciennes dans l'immense majorité des cas, mais au fond, tant qu'une cloche sonne, elle n'est pas de l'ordre du patrimoine, elle est de l'ordre de notre quotidien. Et de notre quotidien à tous, comme je vous disais, que vous soyez pratiquant de loin, pratiquant de près, ou pratiquant pas du tout, voire opposé à l'Église. Vous voyez, c'est important de le noter. Donc, à Vézelise, on sonne les demi et les heures. Prenons un petit exemple. Donc, la demi va taper deux coups sur la moyenne petite et la moyenne grosse. Ensuite, imaginons qu'il est 5 heures. Voilà, tout simplement 5 coups sur la plus grosse des cloches. Toujours la même chose. Et c'est important parce que c'est le cas à Vézelise, mais c'est le cas quasiment partout. L'heure est répétée. Donc on a sonné 5 heures et une minute après, on entend exactement la même chose. La fonction de la répétition est assez logique. Elle fait, bon, c'est une tradition là encore assez ancienne. Les cloches, on les entend pas forcément toujours bien, soit parce qu'on est loin dans un champ, soit parce qu'on est en plein milieu de la nuit. L'assurance que l'auditeur de la cloche, quel que soit le lieu où il l'écoute, d'une répétition une minute après, permet à l'auditeur de se concentrer si jamais il n'est pas certain de ce qu'il a entendu. Vous savez, aussi bien dans son champ, encore une fois, que réveillé en pleine nuit. C'est ça le sens de la répétition. Alors, 5 coups, comment savoir que c'est 5 coups 5 heures du matin ou 5 heures de l'après-midi? Bon, voilà, c'est tout à fait logique, puisque tout le monde est suffisamment malin pour savoir si on est le matin ou l'après-midi. Donc là, ce sont les heures telles qu'elles sont sonnées à Vézelise. Il y a plein d'autres combinaisons. Je vais vous faire entendre ce qu'on entend majoritairement dans les villages de Lorraine, c'est-à-dire une sonnerie tous les quarts d'heure, et puis évidemment une sonnerie des heures. Donc un quart d'heure, 2 coups, évidemment sur les petites cloches, ding, ding, et ainsi de suite à chaque quart d'heure. Donc 4
4,45, 3 fois 2, pardon, l'heure, 4 fois 2, et ensuite l'heure. Donc là, on va prendre l'exemple de 16 heures. Voilà, je vous le fais entendre parce que si vous n'êtes pas de Vézelise, ça permettrait éventuellement de reconnaître une autre manière de sonner. Et puis encore une fois, c'est ce qui est majoritaire. Généralement, les auditeurs d'une cloche, les habitants d'un lieu, savent parfaitement reconnaître leur cloche et leur sonnerie. Et quand ils déménagent, ils savent évidemment aussi quand ça sonne. Deuxième fonction, enfin deuxième élément de la cloche marqueur du temps, après les heures, l'angélus. Alors l'angélus, c'est un marqueur du temps religieux, mais un marqueur du temps religieux qui est complètement imbriqué avec la vie de la cité, puisque l'angélus est une sonnerie du matin, du midi et du soir, donc qui correspond à un démarrage de journée, à un temps de repas mérité et à un temps de fin de journée. Or, c'est une sonnerie religieuse, l'angélus. C'est une sonnerie qui est très ancienne, qui est arrivée par étapes, disons, dans le paysage sonore français. Au XIe siècle, le pape Urbain demande à ce que les églises du monde chrétien sonnent le soir. Au XIVe siècle, la prière de l'Angélus, telle qu'on la connaît maintenant, est rédigée. Et au XVe siècle, le pape Calixte institue la sonnerie 3 fois par jour. Et puis, vous savez, la sonnerie de l'Angélus, elle est très illustrée par le fameux tableau de Millet. Vous voyez les deux paysans dans le champ qui s'arrêtent pour prier l'Angélus. Pourquoi elle s'appelle Angélus? Parce que c'est le premier mot de la prière en latin. L'ange du Seigneur, donc Angelus Domini, apporta l'annonce à Marie, et ainsi de suite. À Vézelise, on sonne l'Angélus, là encore de manière pas forcément la plus traditionnelle, en tout cas pas la plus répandue qui soit, parce qu'à Vézelise, on sonne d'abord un carillon, donc les cloches fixes sur laquelle on joue de la musique, un carillon d'Ave Maria, parce que c'est une prière à Marie, l'Angélus, bien sûr, et ensuite on sonne une cloche envolée. À Vézelise, on sonne l'Angélus le matin et le soir, donc à midi 5 et 19h05. Alors il n'est pas fixé que les Angélus doivent être absolument à 7h05 ou 12h05, ça c'est assez variable. Dans la majorité des cas, l'Angélus sonne le matin à 7h05, à midi 5 et à 19h05. Pourquoi 5? Parce que ça permet d'avoir l'assurance que la sonnerie qu'on entend n'est pas celle de l'heure. Vous voyez, 5 minutes, c'est suffisamment proche et suffisamment éloigné pour être très distingué. Mais on a parfois des Angélus qui sonnent à moins le quart, on a parfois des Angélus qui sonnent à 7h03, midi 3 et 19h03. Voilà. L'Angélus du matin est en tendance, disparaît un petit peu, parce que il sonne souvent assez tôt. Alors 7h05, c'est pas encore trop tôt, mais autrefois ça sonnait beaucoup plutôt à 6h05. Donc la tendance est à la disparition, enfin en tout cas la réduction ou le déplacement de la sonnerie de l'Angélus du matin. Donc on sonne un Ave Maria carillonné, puis une volée. Alors à Vézelise, on sonne en semaine la volée des cloches des 3 plus petites, disons, et le week-end, on ajoute la plus grosse des cloches. Il s'agit de faire une distinction, ça c'est vrai pratiquement partout dans le monde chrétien, entre la semaine et le dimanche, qui est un jour de fête. Et le dimanche, vous savez, commence le samedi soir dans l'église. Hein. Donc dès le samedi soir, en principe, les Angélus de fête, donc les Angélus du week-end, sont avec un nombre plus important de cloches. Donc voici l'Ave Maria que vous entendez, et je vous ferai entendre, comme pour les heures, juste après, la manière la plus répandue de sonner l'Angélus en Lorraine. Donc un premier Ave Maria, l'Ave Maria de Lourdes.
alors vous reconnaissez, si vous connaissez l'Ave Maria de Lourdes, vous le reconnaissez, en même temps vous ne le reconnaissez pas sans doute. Pourquoi? Parce que pour l'Ave Maria de Lourdes, il y a une partition avec des notes, et les 4 notes qui nous sont proposées ici ne sont pas précisément les notes dont on a besoin pour l'Ave Maria de Lourdes. Donc on fait une version, comme dans tous les villages de France, ils ont arrangé l'Ave Maria. Pourquoi est-ce qu'on le réentend? Parce qu'il y a une subtilité ici à Vézelise, c'est qu'il y a un Ave Maria de semaine et un Ave Maria du week-end. Voilà, alors il faut que vous supposiez que, après ça, les cloches se mettent en branle, en volée, et on entend la grande volée. Alors je ne vous la fais pas entendre parce que, ça fait du bruit déjà, et puis surtout, vous saurez que quand une cloche se met en volée, ensuite, et que la sonnerie s'arrête, donc les cloches laissent terminer leur balancier tranquillement, il y a un temps minimum avant qu'on puisse, nous, techniquement, refrapper sur la cloche. Donc on s'épargne la volée pour que la conférence puisse avancer, disons, tranquillement. Donc, ici Vézelise, un Ave Maria et une grande volée pour l'Angélus à midi et le soir. Ailleurs, en tout cas, dans la majorité des cas ailleurs, voici comment ça sonne. Et ça sonne, disons, plus précisément pour coller à la prière de l'Angélus. Parce que la prière de l'Angélus, c'est une prière avec 3 séquences. Une première séquence, pour ceux qui l'ont apprise, l'ange du Seigneur apparut à Maru, et elle conçut du Saint-Esprit. On récite, comme dans le tableau de Millet, le Je vous salue Marie. Une deuxième séquence, voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre parole. Et à nouveau, le chrétien récite Je vous salue Marie. Une troisième séquence, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et à nouveau, le chrétien récite le Je vous salue Marie. Et puis il y a une dernière séquence un petit peu finale de la prière, et vous allez voir que les cloches collent exactement à ce schéma de 3 séquences plus une prière finale. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 fois 3 tintements plus une volée. Donc l'Angélus, en principe, en Lorraine, c'est comme ça. 3 tintements sur une cloche, donc la première séquence de la prière. Le paysan au loin, dans son champ, s'est arrêté, est en train de réciter « Je vous salue Marie ». En principe, il a terminé. Une autre cloche, la deuxième séquence de la prière. Le silence correspond à la récitation du « Je vous salue Marie ». À nouveau 3 tintements sur une autre. Voilà. Et là, la volée, qui correspond à la fin de la prière. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous arrivions par sa passion et sa croix à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, ça c'est la dernière séquence, avec la volée. Donc tout ça c'est extrêmement religieux, bien sûr, c'est strictement une prière. Mais vous voyez que c'est aussi très pratique dans l'organisation de la vie collective, puisqu'on entend ça parfaitement au loin et on sait que, généralement c'est comme ça que ça se passait, à l'Angélus, on stoppait les travaux pour passer un moment de pause ou d'autre chose. Et ça rythme exactement la vie des habitants. Là, la cloche qui sonne en volée, c'est la moyenne grosse. Du point de vue musical, ce sont 4 jolies cloches ici. Mais parfois, bon, ça peut être plus ou moins beau comme un instrument de musique. Bon, ici, vous avez 4 jolies cloches. Le temps de sonnerie, dépend, mais
ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes. L'usage, 3 minutes, on va dire que c'est déjà un maximum pour une sonnerie d'Angélus. Il me semble qu'ici à Vézelise, ça sonne pendant 2 minutes en volée. Dans la majorité des cités lorraines, l'Angélus de semaine, c'est simplement une seule cloche. Là où je vous rappelle, vous avez 3 cloches. Et c'est seulement le week-end où là, on a la totalité du clocher qui pourra sonner. Alors qu'ici, le week-end, vous avez les 4 cloches, non pas les 3. Voilà. Donc les cloches marqueurs du temps, et puis les cloches aussi marqueurs et manifestations aussi bien des joies et des peines religieuses, et là encore, civiles de la cité. Pour ce qui concerne la vie de l'Église, bien entendu, vous pensez tout de suite aux cloches comme un instrument permettant l'appel aux offices. Hein, c'est quand même la fonction à laquelle on rattache les cloches en premier. Il y a en usage en Lorraine la tradition de sonner plusieurs fois avant une grand-messe notamment. Pas une messe de semaine, mais enfin une grand-messe. L'usage de sonner plusieurs fois, c'était là encore très pratique. On sonnait souvent 1 heure avant, une demi-heure avant ou 5 minutes avant. Voilà, parfois 1 heure, 3/4 d'heure, 1/4 d'heure. La sonnerie 1 heure avant indiquait bien à tout le monde, bon, la messe c'est dans 1 heure, il faut commencer à se préparer, une demi-heure, si on est plus ou moins loin, peut-être qu'il faut commencer à y aller, et puis la dernière sonnerie, c'était cette fois, vous serez bientôt en retard. Je résume un petit peu, mais enfin c'était l'usage. Et puis c'était aussi le marqueur d'un temps où l'Église avait toute sa place dans la cité, et puis ne s'interdisait pas de sonner plusieurs fois, ça faisait partie, encore une fois, de la vie très habituelle des villages de Lorraine. Les cloches aussi sonnent, alors c'est moins vrai, mais sonnent à la fin de l'office. Vous savez, comme une sonnerie de joie, quand le chrétien sort de l'office, il est envoyé. Voilà. Et les cloches, dans leur sonnerie, manifestent l'envoi, là encore. À Vézelise, alors à Vézelise, à ma connaissance, il y a peu d'offices par an, donc comme c'est une église disons importante, je pense, pour la paroisse en termes de volume, il y a la messe à Pâques, peut-être à l'Assomption, peut-être la Saint-Côme et Damien, et puis la Pentecôte, voilà. À Vézelise, encore maintenant, on sonne au moins 2 fois quand il y a un office, une office du dimanche ou de solennité dans l'église. On sonne bien 1 heure avant, et puis ensuite plus ou moins 10-15 minutes avant. En ville, l'usage de sonner plusieurs fois avant la messe a complètement disparu. En revanche, dans les villages, c'est plus ou moins encore conservé. La sonnerie, là encore, dépend, puisque le message, il faut que le message soit un peu subtil quand même. Donc la sonnerie est censée dépendre du temps liturgique. Hein, on ne sonne pas pareil si on est la messe de Noël ou une simple messe de semaine. Vous voyez, l'électrification, dont j'ai parlé tout à l'heure, a parfois eu tendance à uniformiser un peu les sonneries. Vous voyez, on règle une sonnerie, et puis c'est la même sonnerie tous les dimanches, que vous soyez un dimanche de temps ordinaire ou un dimanche de solennité. Bon, ça a fait perdre une partie d'un peu de la subtilité des sonneries. Mais en principe, on sonne très différemment selon les offices. Et j'ai ici une copie, alors je ne sais pas si c'est dans le carnet, mais de ce qu'on appelle une ordonnance de sonnerie, et c'est l'ordonnance de sonnerie de Vézelise, fixée, je pense, dans les années 50 ou peut-être un petit peu avant. Donc vous voyez, la liste est assez longue, vous pourrez regarder tout à l'heure sur la table, en gros, quelle cloche on sonne à quel type d'office. Vous voyez, il est précisé, circoncision, épiphanie, purification, rameau, jeudi saint, Pâques, rogation, ascension, Jeanne d'Arc, Pentecôte, Saint-Marc, Trinité, première fête Dieu, qu'est-ce qu'on sonne pendant la procession, qu'est-ce qu'on sonne avant, enfin vous voyez, c'est assez précis. L'idée est qu'une ordonnance de sonnerie soit suffisamment précise pour être un petit peu subtile par rapport à la liturgie, mais pas non plus trop précise pour que les chrétiens ne soient pas complètement perdus et ne se retrouvent pas. Il faut qu'il y ait une certaine habitude aussi. Vous voyez, les cloches, elles se font comprendre quand elles ne changent pas tous les 15 jours de manière de sonner. Vous voyez, il faut que ça s'imprègne dans le temps. En tout cas, c'est assez riche, ici à Vézelise, d'avoir conservé une ordonnance de sonnerie aussi précise et aussi ancienne.
Il y a un moment bien particulier aussi dont il faut parler, c'est le moment de Pâques. Puisque à Pâques, les cloches se mettent au diapason de l'église et se mettent en silence entre la volée, entre le Gloria, le chant du Gloria du jeudi saint, voilà, et le chant du Gloria de la vigile pascale. Pendant ces 2 jours, les cloches, alors après on a enveloppé tout ça de traditions un petit peu folkloriques, des cloches qui partent à Rome, qui ramènent les œufs et tout ça, mais c'est à l'origine pour se mettre au diapason du chrétien qui, à ce moment-là, attend la mort et la résurrection du Christ. Donc les cloches sont placées en situation de silence. C'est le cas à Vézelise et c'est le cas un peu partout. Vous voyez, la programmation fait que, automatiquement, partout, là, les cloches sont mises en silence entre jeudi et vendredi saint. Et puis c'est remplacé, malgré tout, puisque la prière de l'Angélus n'est pas censée disparaître à ce moment-là, par une autre tradition qui est en perte de vitesse, mais qui demeure malgré tout, celle des brûlants et des crécelles. Les enfants qui passent dans les villages en disant matin, midi, soir. Alors aujourd'hui, c'est plutôt ou seulement soir ou midi et soir, en disant c'est l'Angélus, c'est l'Angélus. Voilà, et puis ils reçoivent souvent des friandises à la fin de ces 2-3 jours de crécelles. Bon, à Vézelise, c'est matériellement, je pense, impossible. Le meilleur ennemi des crécelles et des enfants qui viennent faire ça, c'est la voiture. Hein, et donc la sécurité, vous devinez bien, la configuration et la physionomie des villages a évidemment complètement, elle, changé, elle aussi, avec la voiture. En revanche, dans beaucoup de villages, là je l'ai étudié un peu précisément, des environs, de toute la Meurthe-et-Moselle, on a conservé quand même la tradition, voilà, de remplacer les cloches par des crécelles. Donc la cloche, marqueur des joies et des peines. Parlons des peines maintenant. Bien sûr, la peine principale, c'est la mort, et la sonnerie des morts, c'est la sonnerie du glas. Le glas, alors il était sonné beaucoup plus avant, disons, que maintenant. Parfois, on pouvait sonner quand on apprenait l'agonie de quelqu'un, ce qui permettait aux croyants de se mettre en prière pour cette personne qui allait mourir. On sonnait souvent quand on annonçait le décès d'une personne. On sonnait bien sûr aux funérailles et parfois on sonnait après. Voilà. Parfois aussi on distinguait pour reconnaître si c'était la personne qui venait de mourir, on sonnait un glas différent entre les hommes, les femmes et les enfants. Voilà. Alors, cela dit, en Lorraine, il semblerait qu'on ait eu peu cette tradition de distinguer les glas en fonction du sexe et de l'âge des gens. Mais il y a tout un tas de traditions différentes, un petit peu partout. Alors, à Vézelise, on sonne encore le glas quand on apprend le décès de quelqu'un dans le bourg. Semble-t-il plutôt vers 18h30 de la journée. Voilà, donc ça, c'est assez beau aussi de dire que la cloche est sonnée pour l'annonce du décès de quelqu'un de la localité. Le glas, c'est une sonnerie bien particulière que sans doute vous connaissez aussi, en tout cas vous savez reconnaître. Elle consiste en une grosse cloche qui sonne en volée et alternativement des tintements sur 2 autres cloches qui, elles, sont fixes. La sonnerie du glas, elle est, comme toutes les sonneries en général, elle est destinée à produire un effet physique sur l'auditeur. Encore une fois, nous revenons à la définition initiale de la cloche, c'est-à-dire un instrument de musique qui produit, évidemment, qui appelle l'intellect de l'auditeur, mais la musique appelle beaucoup le corps de l'auditeur. Donc la sonnerie du glas est très précisément faite pour générer chez celui qui l'entend quelque chose d'assez solennel et pas forcément quelque chose de très joyeux, puisqu'il s'agit de sonner la mort. Alors, voyons voir comment ça rend en vrai. Donc le glas tel qu'il est sonné à Vézelise, qu'on appelle le glas romain, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la cloche, la grosse cloche envolée, et alternativement des tintements sur 2 cloches. Et ça donne une petite musique, en tout cas une petite chanson qu'on donne parfois. Alors, je ne sais pas s'il a juste entendu ou si... T'as pas fait la 12 le tocsin.
Bah, tocsin, on... Ah oui, pardon. Oui, alors il doit se dire où est-ce qu'il... Mais voilà. Alors excuse-moi, j'ai loupé le tocsin, donc on va faire quand même le glas et je reviendrai sur le tocsin juste après. C'est bien essuyé. Donc le temps que la cloche se mette en route, il faut quand même un peu... Voilà. Donc elle démarre doucement, et une fois qu'elle aura pris sa pleine volée, vous allez entendre les tintements alternatifs sur la moyenne grosse et la moyenne petite. Vous voyez, ça soulève pas une joie immense. Je dirais en tant que telle comme sonnerie. Et on dit parfois que ça correspond à une petite musique. Mon corps est mort, mon âme n'y est pas, mon corps est mort. Et là, la musique rend précisément ce qu'elle cherche, c'est-à-dire une forme de tristesse de l'âme. Voilà. Et malgré tout, c'est une belle sonnerie. C'est aussi une sonnerie d'accompagnement d'une communauté, d'une famille et bien sûr d'un mort. Alors sachez qu'il y a quelques cas où on ne sonne pas le glas de cette façon-là, on est un peu triste à la mort de quelqu'un, c'est notamment quand on célèbre les obsèques d'un prêtre. L'usage veut que quand on célèbre les obsèques d'un prêtre, on sonne la grande volée, toutes les cloches ensemble. Non pas que la mort d'un prêtre soit plus joyeuse que la mort de n'importe quel autre enfant de Dieu, mais l'idée quand même que ça marque en tout cas symboliquement quelque chose, c'est que un prêtre mourant va rejoindre celui vraiment à qui il a donné sa vie. D'où la sonnerie de joie, d'une certaine façon, générée par l'ensemble des cloches en volée. Alors, je ne serai en principe pas bloqué. Non. Donc, je reviens donc en arrière pour illustrer une autre place des cloches dans la cité. Alors, une place qui, pour le coup, elle, a vraiment complètement disparu, c'est-à-dire la sonnerie de l'alarme, ce qu'on appelle le tocsin. Tocsin, donc toc comme toquer, et le sein, c'est une ancienne manière de désigner la cloche. Donc le tocsin a complètement disparu, mais était très utile pendant très longtemps parce que c'était la seule manière de prévenir assez facilement et rapidement une communauté entière, ou un quartier en ville, ou un village à la campagne. Là encore, il fallait que la sonnerie soit très, très claire et immédiatement reconnue des habitants pour que le message passe tout de suite. Donc la sonnerie du tocsin, elle est très claire, et en principe, elle demande à ce que quelqu'un monte au clocher, se rapproche d'une des cloches, désignée comme étant celle du tocsin, prenne le bâton à l'intérieur, le rapproche du flanc de la cloche et donne 2 coups par seconde. Vous allez voir, on va le restituer là, non pas avec quelqu'un qui va monter pour le refaire, mais avec la machinerie qui va permettre de taper rapidement sur la cloche. Et vous allez voir que là encore, la cloche, instrument de musique, génère un message intellectuel et physique qui correspond, c'est vrai, instinctivement à un message d'alarme. Donc c'est la petite cloche qui va être choisie. Voilà, vous doutez bien que quand on entend ça, alors évidemment, après on le sait, on sait à quoi ça correspond, mais d'emblée, c'est pas une sonnerie qu'on dit, oh, tiens, il y a un mariage. Non, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. On sonnait ça beaucoup pour soit alerter la disparition de quelqu'un, d'un enfant, un incendie, bien sûr. C'était beaucoup organisé en ville, alors dans les villages moins, parce que la configuration fait que s'il y avait un incendie, on le voyait, mais dans les villes, par exemple à Nancy, on sait parfaitement comment était organisé le système d'observation des quartiers via les petits campaniles qui sont souvent au sommet des clochers, et ensuite, à chaque fois, un système d'alarme avec un code qui permettait de désigner le quartier dans lequel il y avait l'incendie. Vous voyez, ça pouvait être assez précis quand même déjà comme manière de se faire comprendre. Bien sûr, aujourd'hui, l'alarme
finalement n'a pas tellement lieu d'être, et en plus, quand elle a lieu d'être, elle est remplacée par les sirènes, qui font aussi parfaitement bien leur office et qui sont très connues. Je vous signale, en matière de toxins, il y a eu un événement assez intéressant en 2014, c'était le centenaire de la déclaration de guerre, donc de 1914. Et pour commémorer la chose, on a suggéré que toutes les églises de France sonnent, comme elles l'avaient fait en août 14, le tocsin. Et alors ça a été à la fois un succès et un grand fiasco. Pourquoi un succès? Parce que finalement, il y a beaucoup d'endroits en France où en 2014, en août, on a sonné le tocsin, mais un fiasco parce qu'on n'a jamais pratiquement su sonner exactement le tocsin tel qu'il devait être sonné. C'est-à-dire dans la majorité des cas, comme je vous l'ai expliqué. Parfois, on a sonné une grande volée, parfois, c'est le défaut des installations, les marteaux, vous savez, c'est de la mécanique ou de l'électrique, il y a un retour, et puis c'est pas assez rapide. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc le tocsin est bel et bien une sonnerie qui a complètement disparu. Parfois, ça a été reprogrammé de manière automatique, et ça faisait un peu comme un pimpon, parce qu'on sonnait sur 2 cloches. Et tin, 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 bon, c'était loupé, mais c'était beau quand même, parce que, là encore, peu importe la manière, l'essentiel reste l'idée. Et l'idée était de commémorer, ça a été commémoré, c'est encore finalement ça le plus important. Donc je reviens à mon ordre. Donc nous avions vu les peines et voyons maintenant évidemment aussi les joies. Juste vous dire quelques mots, je ne ferai pas sonner une grande sonnerie de joie parce que nous la sonnerons à la fin de la conférence. Mais vous signalez quelques sonneries un petit peu particulières. On sonne, vous savez, quand on ordonne un prêtre, donc c'est dans une cathédrale, donc en principe, on sonne les bourdons au moment de l'imposition des mains. Vous savez, tous les prêtres qui viennent imposer les mains sur le futur prêtre. Donc là, l'usage est de sonner les bourdons. Juste un petit mot aussi sur les bourdons. Le bourdon est une grosse cloche, en général, mais toutes les grosses cloches des églises ne sont pas désignées comme bourdons. Vous voyez, ici à Vézelise, on a quand même déjà une belle sonnerie, mais malgré tout, la grosse cloche de Vézelise ne peut pas vraiment être désignée comme bourdon. Il faudrait qu'elle ait une dimension un peu plus solennelle, disons. On sonne aussi des volées de joie pour l'élection du pape, en principe. Alors si le sonneur parmi vous voit la fumée blanche plus vite qu'il ne faut, parce que c'est la joie c'est ce qui est beau avec les nouvelles technologies, la fumée blanche, vous l'avez aussi bien chez vous que sur la place Saint-Pierre. Bon, bah, on sonne des grandes volées de cloches tout de suite pour célébrer l'élection du pape. Et ça a beaucoup sonné, là, récemment, plus si récemment que ça maintenant, avec l'élection du pape François. Bien sûr, on sonne pour les baptêmes, pour les communions, pour les mariages, une grande volée de toutes les cloches, puisqu'il s'agit de signifier des événements joyeux. Et la grande volée de toutes les cloches manifeste encore une fois, aussi bien intellectuellement que physiquement dans le corps, la joie. Il y a une tradition qui a un petit peu disparu, enfin qui a même beaucoup disparu, pour les baptêmes, c'était de carillonner. Dans les villages, il y avait souvent des carillonneurs qui étaient dans les clochers et qui avaient un dispositif spécialement pour carillonner. Je vous le dis tout de suite, même pour ce qui concerne Vézelise. Vézelise est très intéressant parce que c'est très bien renseigné sur le fond des carillonneurs et des airs qui étaient carillonnés, et c'est aussi, on a aussi une trace dans le clocher qui est une trace importante. En Lorraine, on carillonnait, on appelait ça trésolé souvent. C'est un mot un petit peu de patois lorrain. Le carillonneur montait au niveau des cloches et se mettait, alors généralement dans les églises de village, mais il y avait 3 cloches, il se mettait en face des cloches et il avait un dispositif qui lui permettait, avec ses 2 mains et son pied, avec un pédalier, vous voyez, il accrochait les 3 battants. Généralement, on fournissait des cloches avec un trou à la pointe du battant. On accrochait chacun des 3 battants à une corde ou à une chaîne. Et puis, ça permettait au carillonneur d'en avoir 2 dans les mains. Vous voyez, il avait accroché ça sur le beffroi derrière lui, il en avait 2, et une avec les pieds. Et il carillonnait ses airs comme ça. Et il y avait une tradition d'ailleurs en Lorraine aussi, d'avoir une des cloches qui partait en volée, et on carillonnait sur les 2 autres. Ici, à Vézelise, c'est le même principe, mais un petit peu différemment ordonnancé. Comme il y a 4 cloches, il faut s'organiser, et donc les carillonneurs, qui étaient messieurs Claudel et Noël. D'abord Claudel dans les années, je pense, 30, 40, 50, mais s'il y a des gens qui savent me le dire plus précisément, je suis preneur.
Et puis M. Marcel Noël, je pense, jusque les années 70, puisqu'il y a un article dans l'Est républicain qui évoque son souvenir, et qui est daté de mai 68. On raconte un petit peu comment il fonctionne. Et donc à Vézelise, et ça n'a pas bougé depuis, je pense, le départ de M. Noël, les cloches, par rapport à vous, ça je ne vous l'ai pas dit, mais les cloches sont situées dans le clocher, vous voyez, elles sont alignées en fait devant vous. Vous voyez, si je vous prends tous les quatre, sans dire que vous êtes quatre cloches, vous êtes positionnés exactement comme les cloches du clocher. Donc la plus grosse est la plus à droite par rapport à vous, et ainsi de suite, la plus petite étant la plus à gauche. Et donc Monsieur Noël, dernier carillonneur, était situé sur le flanc des cloches, côté de la grosse, et on retrouve, c'est assez beau finalement quand on est là-haut, on retrouve l'emplacement précis où il s'asseyait, et donc sur le côté, il avait un système avec 2 pédaliers pour les pieds, et puis 2 pour les mains, et il carillonnait ses airs comme ça. Voilà. Et ce dispositif-là est exactement, il n'a pas bougé, il est exactement dans son état, donc il faut évidemment le conserver. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas à ce jour, on ne pourrait pas reprendre précisément la manière de faire, puisque entre-temps, les battants, donc, parce que d'être sur le côté comme ça nécessite que les battants des cloches sont souples, on peut les mettre devant et derrière. Or, donc autrefois, les battants étaient plus, on va dire, lâches dans les cloches. Ce qui avait un défaut, donc c'était une lanière de cuir assez souple, qui permettait justement de faire bouger les battants dans tous les sens, et donc de les rapprocher pour faire sonner, je dirais, sur le côté. Or, ce système-là avait un défaut, c'est que les battants partaient un peu dans tous les sens et faisaient souvent des 8 dans les cloches. Ce qui gênait la beauté du rendu de la sonnerie. Parce qu'une belle sonnerie de cloche, c'est vraiment quand le battant tape précisément sur le flanc, sans bouger, et ainsi de suite de chaque côté. Donc, depuis les années 60-70, on a des dispositifs qui permettent de rigidifier un peu plus les battants et de les faire bouger sur un point de frappe très précis et non plus de manière un petit peu aléatoire. Ce qui a un défaut, c'est qu'aujourd'hui, ça empêche, vous voyez, le battant n'étant plus vraiment amovible dans tous les sens, ce qui empêche de reprendre une tradition de carillon si on voulait le faire. Bon, il y aurait sans doute des possibilités, il faut y réfléchir. Ce serait dommage parce qu'on a vraiment à Vézelise un élément, là pour le coup de patrimoine, parce que ça a disparu, important. Il y a énormément de villages où quand on a fait le ménage dans le clocher, on a tout enlevé de ces dispositifs-là. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, j'aurais pu le faire comme ça. Pourquoi je vous parle des cloches? Bien sûr parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que je fais l'inventaire, disons, des cloches dans le département. Alors à un rythme un peu lent ces temps-ci, mais c'est quand même le but. Donc je relève les inscriptions, les décors des cloches elles-mêmes, mais je regarde aussi bien sûr l'environnement du clocher. Et ce que j'ai retrouvé à Vézelise, c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pratiquement plus nulle part, alors que ça a été en place pratiquement partout à l'inverse. Voilà. Ensuite, toujours joies et peines, je vous ai parlé beaucoup là de choses religieuses, mais encore une fois, on a exactement la même chose pour signifier les joies et peines de la vie de la cité sans aucune connotation religieuse. Les cloches célèbrent dans les villages comme dans les villes les joies civiles. On sonne, par exemple, on a sonné, bien sûr, toutes les cloches le 11 novembre 1918 pour signifier la joie de l'armistice. On a sonné aussi à la libération, parfois très longtemps. D'ailleurs, il semblerait qu'il y a pas mal de cloches en France qui, en 1944, ou enfin, au moment des libérations, ont été fêlées, tellement elles avaient sonné. On sonne aussi les anniversaires. Alors, c'est passé sans doute inaperçu, mais le président Sarkozy, à l'époque, avait signé un décret qui demandait à ce qu'on sonne toutes les cloches de France pour l'anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Vous voyez ? Et puis il y a des usages aussi locaux parfois de sonner pour certains événements civils. Sachez que la police des cloches relève du maire. C'est assez intéressant. Et la sonnerie des cloches est très encadrée par la loi bien sûr, mais aussi par la jurisprudence. Donc tout ça, c'est très encadré. On ne fait pas forcément ce qu'on veut, mais on a liberté de sonner. On sonne les joies civiles, comme je vous l'ai dit, mais on peut sonner les peines civiles. Et c'est intéressant de dire, et quand je disais tout à l'heure que la cloche est un élément vivant, un élément, vous voyez, le soleil arrive, je vous réchauffe le dos et moi le front. La cloche, je
je suis sûr que si je vous interrogeais, vous pourriez me dire que peut-être la cloche est un petit peu en perdition, que les gens n'y sont plus tellement attachés. Bon, moi qui rencontre beaucoup de gens dans le cadre de l'intérêt pour les cloches, je me rends compte de l'inverse. Je me permets de vous rassurer sur ce point-là. Les gens aiment les cloches, s'intéressent aux cloches, et il y a une espèce d'effet médiatique inversé. C'est-à-dire que vous avez tous lu comme moi, dans la presse, tel village, on est contre la cloche, contre le coq, contre ci, contre ça. Mais pourquoi je parle d'effet médiatique inversé? Parce que ce que ça suscite d'intérêt, c'est justement parce que ça choque la majorité des gens, et en fait ça témoigne, je pense, à l'inverse de l'attachement des gens aux sonneries de cloche. Alors qu'il faille s'adapter, vous savez, on ne va pas forcément se battre pour une sonnerie à 6 heures du matin, les 3 cloches. On peut intellectuellement penser que peut-être c'est beaucoup. Il faut adapter les choses, le monde évolue, c'est normal. Mais je pense vraiment que les gens sont très attachés aux cloches. Donc la cloche n'est pas du tout en voie de disparition. Et j'en veux pour preuve, justement pour illustrer ce que je voulais vous dire sur les peines civiles. Notre pays a connu, comme d'autres, des attentats et des événements terroristes assez graves ces dernières années. Qu'a-t-on fait pour signifier un moment de rassemblement commun? On a manifesté, et on a demandé à ce que les cloches des églises ou des cathédrales sonnent, les bourdons de cathédrales. Et qu'est-ce qu'on a montré aux 20h? Le bourdon de Notre-Dame qui sonne en commémoration ou pour une journée ou deux après les attentats. On a choisi la cloche. On n'a pas besoin de faire sonner une cloche, ça ne change rien, ça ne ramène pas les morts. Mais on s'est dit que symboliquement, pour nous unir tous, et notre pays évidemment est bigarré aujourd'hui, c'est pas un pays strictement catholique comme il n'a jamais été, et bien on a quand même choisi les cloches des cathédrales pour signifier quelque chose qui nous unit. Vous voyez, c'est intéressant ça. Alors qu'on aurait pu penser que oui, la cloche, sa signification, c'est un petit peu perdu et c'est des choses très anciennes. Et ben non, ça demeure. En tout cas, ça ne demande qu'à demeurer. Et puis pour terminer ma conférence, parce qu'on arrive à la fin, dans la vie de la cité, il y a bien sûr le carillon. Je vous ai parlé de Marcel Noël et de son prédécesseur, André Claudel, qui ont carillonné, et M. Claudel avait, et ça aussi c'est un élément de patrimoine remarquable, il avait reporté sur des petits cartons, que vous pourrez voir aussi tout à l'heure. Vous voyez? Donc c'est fait, alors je pense qu'il y en a, ça doit être le calendrier des postes derrière. Enfin, voilà, ça mérite tout un tas d'air, avec, vous voyez, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Bon, ça c'est au clair de la lune. Voilà, donc c'est tous les airs qui carillonnaient avec les cloches ici. Voilà. Et vous êtes carillonneur, là, à Crantenois. Ben voilà, super. Bon, vous voyez, on a énormément de cartons. Alors le seul défaut, c'est qu'on n'a pas le rythme. Parce que c'est bien gentil de dire 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1. Si vous connaissez au clair de la lune, et vous connaissez au clair de la lune, vous savez mettre le rythme. Mais quand c'est des airs que vous ne connaissez pas, parfois c'est un petit peu délicat, donc c'est pas toujours facile de les transposer. Donc en tout cas, ça c'est un élément de patrimoine majeur et intéressant. Il y a eu tout un travail qui a été mené par Denis Galette, par Philippe Atlet, qui est mon complice au clocher, pour un petit peu faire revivre, réenregistrer toutes ces airs-là et voir comment ils peuvent être remis en service. Et il y a eu vous avez sans doute lu dans la presse, si vous êtes de Vézelise et que vous vous intéressez à la vie de la cité, il y a une initiative qui montre aussi que la cloche ne demande qu'à être vivante. On a réinstauré, vraiment c'est une création, des sonneries carillonnées du mercredi à 10h10 pour la récréation de la garderie de Vézelise. Vous voyez, alors ça c'est pas du tout une tradition, parce que enfermer la cloche dans une tradition, c'est aussi nous enfermer nous-mêmes dans une tradition et puis nous défaire un peu du monde d'aujourd'hui. Et là, instaurer une sonnerie nouvelle, c'est marquer, nous, aujourd'hui, une manière de vivre avec nos cloches aujourd'hui, avec nos traditions, certes, mais avec ce qu'on a envie de nous, aujourd'hui, d'en faire. Et ça, vous voyez, c'est typiquement un exemple à Vézelise qui est magnifique. Une sonnerie pour la garderie des enfants à 10h10, avec des comptines. Donc, le premier mercredi du mois, c'est un air, le deuxième mercredi, un autre, et ainsi de suite, tous les mercredis. Alors, pour ceux qui écoutent ça, il y a eu des problèmes avec les marteaux ces derniers temps dans l'église, donc les sonneries ont dû être un peu bizarres, mais voilà, c'est instauré, et c'est bien vivant. Alors, on va écouter quand même quelques petits airs carillonnés. Donc, carillonner, je vous rappelle, la cloche ne bouge pas, et c'est un marteau qui tape sur la cloche. Donc, les notes, encore une fois, 4 notes enferment un peu les possibles.
Bon, parfois, c'est dans des airs un petit peu arrangés. On a choisi quelques airs qui ne le sont pas trop. Le premier, vous allez évidemment le reconnaître. Et donc pas la princesse des neiges, ou la reine des neiges, pardon. C'était bien à la Clairefontaine. Alors ensuite, l'hymne à la joie, je vous le donne d'avance, comme ça vous pourrez chercher. L'hymne européen, deuxième symphonie Beethoven. Un peu arrangé. Il manque des notes. Voilà. Et vous voyez, ça par exemple, ce serait une belle initiative de le sonner le jour de la fête de l'Europe, vous voyez. Alors la plus facile, Clair de la Lune. Alors ensuite, pour ceux ou celles d'entre vous qui seraient pratiquants, une air qu'on chante plutôt dans les enterrements quand même, un monde meilleur. Oui, alors on a panaché en fonction, bon, ça colle quand même un petit peu, en tout cas au maximum aux airs tels qu'on les connaît avec les bonnes notes, mais l'idée aussi de panacher, c'était de vous montrer que quand on carillonne, là encore, on carillonne des airs religieux sur des cloches d'église, mais on peut carillonner des airs enfantins et folkloriques comme l'hymne à la joie, qui est un hymne qu'aujourd'hui qui est l'hymne européen. Vous voyez, les cloches, elles s'inscrivent complètement dans la vie de la cité. Et avant de terminer, je voudrais vous donner une citation de Jean 23 qui m'a semblé assez belle, alors, qui ramène plutôt à la dimension religieuse des cloches, mais quand même. Donc le matin de Pâques, les cloches se réveillent et s'abandonnent à un concert joyeux. C'est une onde d'harmonie, de louange, de glorification, de joie qui pénètre partout. On peut bien dire qu'on ne peut imaginer sur la terre une expression plus complète de la vraie joie, de la vraie allégresse que le son des cloches. Dans les grandes villes où la voix des bronzes anciens se fond avec celle des modernes, dans les vallées où elles parviennent aux plus lointaines chaumières, partout la musique des cloches apporte la sérénité et la joie. C'est une des plus belles expressions de la vie chrétienne. Il y a dans les cloches une joie du cœur qui les fait parler, les fait chanter, les fait s'unir à toute la création pour honorer et glorifier celui qui a tout créé et tout racheté. Alors là, c'est une dimension bien sûr religieuse, mais ça vaut au-delà, vous voyez, dans ce que la cloche génère, bien au-delà évidemment du religieux. Alors, les cloches vont vous saluer et vous remercier.
qu'elles sont bien élevées évidemment. Et moi je vais remercier bien sûr la ville de Vézelise d'autoriser cette manifestation qui j'espère aura été intéressante pour tout le monde, la paroisse de bien nous avoir aussi autorisé à utiliser la sacristie pour nous entraîner et puis avoir mis à disposition bien sûr les cloches, et puis Denis Vialet et toute l'équipe des campanologues de toute la France qui se retrouvent plus ou moins chaque année maintenant en octobre autour de Vézelise notamment, pour parler un petit peu de cloches, parce que je vous rassure que les gens qui s'intéressent aux cloches, il n'y en a quand même pas à tous les coins de rue. Et puis évidemment remercier Philippe Vaclet qui était l'ami à la commande des cloches, sans qui rien n'aurait été possible. On va terminer par une grande volée de joie, puisque le soleil est là. Alors ça me fait penser à une chose, c'est qu'il y avait un usage autrefois, au moment des orages, qui était potentiellement dangereux pour les cultures, et donc évidemment était très crainte des habitants. Il y avait un usage de sonner les cloches parce qu'on pensait que ça pouvait éloigner les orages. Il a fallu beaucoup de temps avant de faire éteindre cet usage, même si aujourd'hui ça nous a un peu prouvé le contraire, on a beaucoup sonné et ça a fait apparaître le soleil. Mais bon, ça ne fait pas éloigner ça n'éloigne pas les nuages. En revanche, ça a tué quelques sonneurs parce qu'il y a eu les orages, la foudre sur le clocher et puis par extension, au bout de la chose, le sonneur. C'est notamment pour ça qu'on a cherché à arrêter cette tradition. On va sonner toutes les cloches. Si vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas, maintenant ou après d'ailleurs. Voilà. Je pense que maintenant, c'est beaucoup de choses que vous connaissiez, mais au moins vous avez peut-être des mots et un environnement. En tout cas, tout ça est remobilisé dans votre esprit. J'espère que ça vous fera entendre les cloches avec autant, si ce n'est de joie que d'habitude. Voilà. Alors la volée finale, là, encore une fois, la cloche est un instrument de musique, donc ce qui est beau quand toutes les cloches sonnent, c'est pas forcément, comme c'est parfois le cas avec l'automatisation, c'est-à-dire qu'elles démarrent toutes en même temps. Ce qui est beau, c'est que ça démarre progressivement. Voilà. Moi, je préfère de la plus petite à la plus grosse, donc c'est ce qu'on va entendre aujourd'hui. C'est que vous voyez, même physiquement, une première cloche, et puis le corps est appelé à davantage, et puis avec une espèce de joie finale avec le démarrage. Donc là, il y a 4 cloches. Je vous invite à suivre le démarrage des 4. Bien sûr, n'hésitez pas à venir regarder les cartons, l'ordonnance de sonnerie, voilà, tout ça c'est libre d'accès. J'en ai appris, là.
Alors, il y a un monsieur aussi qui est spécialiste de campanologie qui est venu avec des diapasons. C'est qu'on n'a pas parlé de diapason, mais le diapason, c'est un instrument important, notamment du fondeur de cloche, parce que ça lui permet de repérer la note et éventuellement d'accorder la cloche, d'analyser. Donc, il va vous montrer les diapasons, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir non plus.